Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone et ce soir c'est François qui va nous faire le résumé des épisodes précédents. Nous sommes au village de Towunda, à la croisée des chemins de plusieurs routes marchandes, à la sortie de la jungle de Servos. Et nous nous sommes installés à l'auberge au nom fort original de Lacorte Izan, pour nous reposer avant de reprendre le chemin vers Eidolon qui se trouve à 3 jours au nord. Mais il se passe un truc un peu étrange. Nous avons fait la connaissance d'une elfe à la peau noire, qui de toute évidence est nécromancienne, comme Amar, et qui s'est joint à nous un peu d'autorité, sans nous demander notre avis, à l'en croire parce qu'elle partage une expérience particulière avec notre nécromancienne. Bon, les joueurs autour de la table se doutent bien de quoi il s'agit, les personnages n'en ont pas la moindre idée. Et une chose aussi à savoir sur cette nécromancienne, c'est que sa tête est mise à prix et que des chasseurs de primes la cherchent. Donc ce soir-là, dans cette petite auberge, vous discutez longuement avec la mystérieuse Aina, la nécromancienne elfe. Mais d'abord, c'est vers Amar que vous vous tournez. Aina vient de dire qu'elle était autrefois dans la même situation. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qu'est-ce qu'Amar vous a caché? Aina vous propose de la suivre dans sa chambre afin d'en discuter loin des oreilles indiscrètes. En passant près du comptoir, elle fait un bref signe de tête au tavernier orc qui lui répond par un clin d'œil. Ok. Est-ce que je peux lui dire, enfin je vais même lui dire poliment, Aina, est-ce que tu peux me laisser discuter avec mes camarades simplement avant. Ce genre de choses, c'est effectivement mieux si ça vient de toi, surtout si tu ne leur en as toujours pas parlé. Voilà. On va parler du coup des deux ombres, c'est ça? Voilà. Cette histoire de deux ombres, ça fait quelques jours, nuits, semaines, que je me sens pas possédée, mais je sens que j'ai été marquée par une horreur, je pense. Elle est venue, elle vient des fois la nuit, elle me susurre des choses et je pense qu'il va falloir à un moment trouver une solution avant que ça devienne plus compliqué. Seulement, cette elfe a l'air d'avoir un quelconque lien avec ça. Est-ce qu'elle pourrait m'aider ou pas? Je sais pas si je devrais lui faire confiance ou pas, en fait. Je préfère vous en parler avant pour savoir... Déjà, il y a une chose que l'on pourrait voir, c'est est-ce que tu sais toujours faire de l'art? Est-ce que tu sais toujours exprimer des émotions? Enfin, Parce que le côté je discute avec une horreur, on aimerait bien savoir où t'en es. Alors, en fait. où j'en suis, elle discute avec moi. Tes paroles sont adorables et on t'aime beaucoup, hein. Mais on sera plus en sécurité, on se sentira mieux quand on t'aura vu faire quelque chose. Tiens, brode. non, mais tu fais quoi, toi? Compétence artistique. Oui, alors j'ai de la broderie, justement. Bien, vas-y. Ok, c'est parti. Normalement, tout va bien pour le moment. que ça soit beau ou pas, à la fin, 7. c'est pas... Voilà. Bon, j'ai perdu un peu, mais... Le simple fait de te voir inventer, ça va tous nous rassurer, je pense. Tu arrives à broder quelque chose, mais c'est un peu scolaire. C'est pas très imaginatif par rapport à ce que tu savais faire toi-même. Ça te frustre de pas arriver à mieux faire en fait. C'est pas moche, hein, c'est pas. Mais t'as perdu quelque chose, clairement. D'accord. Et avant qu'on continue la discussion devant elle, elle nous siffloterait pas un petit air, l'elfe là dans son coin? Elle te fait un sourire de l'air de la personne qui est habituée à ce qu'on lui demande ce genre de choses. Et elle prend une sorte de bâton dans sa chambre et elle s'en sert pour faire une sorte de danse avec son bâton et qui, malgré l'espace un peu réduit de la chambre et tout, est vraiment à couper le souffle. Comment on peut savoir juste si c'est pas une illusion? Moi, j'ai une connaissance en horreur. Tu peux peut-être faire une espèce d'expertise S-horreur. Bah, en fait, en voyant son numéro, c'est peut-être là qu'on aurait vu s'il y avait quelque chose qui posait problème. C'est l'un des principes, si je me souviens bien, pas avec une science exacte. Voilà, oui. Mais c'est l'un des principes avec les problématiques de possession et d'influence des horreurs. En fait, ça te fait perdre toute créativité, toute imagination, tout talent artistique. C'est pour ça que finalement que les talents artistiques sont à ce point répandus dans Barcef, c'est que tout le monde apprend à faire un petit quelque chose pour justement se rassurer
les autres et se rassurer lui-même par rapport à l'influence que les auras peuvent avoir sur lui. Et alors qu'effectivement, ça n'est pas forcément toujours une science exacte, mais si nous quatre, en la regardant danser, on a réussi à être, ne serait-ce qu'un temps soit peu ému, et là pour le compte, ça a même l'air d'être très efficace, ça marche. Si ça avait été effectivement une espèce de petite gigue qu'on aurait regardé en se disant ouais, bof, l'inquiétude pourrait être plus grande. Aina prend finalement la parole. Comme toi, Amar, j'ai fait une énorme bêtise autrefois. J'ai attiré l'attention d'une de ces choses qui m'a marqué et m'a harcelé, corrompant et tuant tous ceux qui m'étaient chers. Un jeu cruel et pervers dont elle avait fini par me persuader que j'étais la complice, faisant de moi un peu plus son esclave. Son visage se fait dur et il est clair qu'elle se remémore des souvenirs pénibles. Elle m'a pris des amis, des amants, des enfants. Il a fallu que je sois au fin fond de l'abîme, que je n'ai plus rien à perdre pour qu'enfin je me décide à rendre les coups. J'ai utilisé mon propre sang, sacrifié ma magie, j'ai tout donné pour l'anéantir et la renvoyer dans les mondes inférieurs. Je ne sais pas s'il est mort, mais je sais qu'on ne le reverra plus dans cet âge. Elle pose sa main sur la tienne. Ses yeux plongent dans les tiens. Connais-tu son nom ? Tu sais que connaître le nom d'une chose donne du pouvoir sur elle. Il est certain qu'il utilise ton nom contre toi. Tu dois utiliser le sien contre lui. C'est ta seule chance de le détruire et de sauver ton âme. Je connais pas son nom. Elle soupire. Vous vous rendez au bois de sang, n'est-ce pas ? Pour avoir une audience avec avec la reine. J'ai encore quelques amis à la cour. Je ferai en sorte qu'ils vous aident. C'est ma manière de vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée ce soir. Mais méfiez-vous d'Alakia. Elle a bien trop l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut, peu importe les victimes collatérales. Et en ce qui concerne le nom de l'horreur, est-ce qu'il y a des pistes à suivre, Je peux le demander dans la fontaine. Oui, Ah ouais. grave. Ah ouais. Oui, c'est notre quête, les gars. Ah ouais. On est censé avoir combien de questions une chacun, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah, donc, Moi, je demande dans la on est d'accord que la localisation de Kérocrène, c'est pas toi qui demande. Non. Finalement, vous regagnez la chambre que vous avez prise à l'auberge. Les chambres, puisqu'a priori vous êtes répartis en plusieurs. Mais alors que Xodrelpa, Chien qui ronge et Frela sont déjà partis, Aina agrippe brièvement ta main une nouvelle fois et te chuchote. J'aurais dû mourir. J'ai offert ma propre vie dans un rituel de sang pour lancer le sort qui a renvoyé mon harceleur dans les limbes. Les passions ont jugé que j'avais assez souffert et m'ont épargné. Si tu devais en arriver à cette extrémité, je ne peux pas te garantir qu'il en serait de même pour toi. Le lendemain, vous apprenez qu'Aina s'est éclipsée de l'auberge pendant la nuit, sans doute dans le but de semer les chasseurs de primes. On va éviter de les recroiser, ou alors il faudra qu'on ait une excuse pour leur dire que notre copine l'archère a pris les devants. Alors, une bonne astuce pour ça, ça peut être tout simplement que toi, à un moment ou un autre, tu files discrètement, comme ça, ils vont voir qu'il y en a deux qui manquent. Oui. Comme déjà, il y a des fois où tu nous fais sursauter en plein milieu d'une discussion parce qu'on a oublié que t'étais dans le coin. Je suis discret maintenant. Une vraie menthe religieuse. Heureusement que t'es bavard comme une pie, ça compense. Trang discret, c'est étrange. Il y a des trangs discrets. La preuve des pirates qu'on a croisés avec leur collier qui les empêche de partir. Ah mais c'est pour ça. Ils se sont rendus compte que si tu capturais un pirate strong, tu lui faisais cracher le morceau, mais trop facilement. Bah oui, c'est pour ça qu'ils mettaient les colliers. En tout cas, vous ne recroisez pas les chasseurs de primes et vous vous remettez en route le chat. vers le nord-ouest en direction d'Eidolon. Et on n'a toujours pas de cadeau. On a les colliers, non? Oui, mais alors pour le compte, on a le collier de le collier du capitaine. Et le capitaine. Non, avec l'aide de mademoiselle, peut-être qu'on va passer plus facilement. En tout cas, la saison sèche mérite bien son nom. Sous un soleil de plomb, vous voyagez pendant 3 jours à travers la savane dorée. Cette fois-ci, aucun incident ne vient interrompre votre voyage. Oh, c'est suspect. Pardon. Je ne poserai pas mon armure si jamais on se fait attaquer par surprise. Moi déjà, je me fige tant qu'il me voit pas. Vous arrivez bientôt en vue du fleuve Serpent. Je dois commencer à beaucoup aimer leur faire des blagues avec ça. Au-delà s'étend une vaste forêt, chatoyante émeraude incrustée au milieu de terres moribondes. Et à mi-chemin entre les deux, à la confluence du Serpent et de la rivière Mottingale, se trouve un village dans l'ombre d'une forteresse, Eidolon. Eh ben, on est arrivé.
Stark, parole de loi, clan Mornecret, vous avez expliqué qu'Eidolon était une forteresse gérée conjointement par les elfes du Bois de Sang et les Skrang de la maison Syrtis. Et ça se voit. Les fortifications rassemblent le meilleur des deux mondes. D'épaisses ronces viennent renforcer les murs de pierre, tandis qu'un ingénieux système de digues et de ponts-levis permet de bloquer un éventuel assaut fluvial. Vous apprenez plus tard que l'alliance entre elfes et Skrang a été signée pour contenir les ambitions de la maison de Skrang Ishkarat, qui cherchait à contrôler tout le bras septentrional du serpent. Il y a 15 ans, les Ishkaratiens ont tenté d'assiéger Eidolon, mais l'alliance les a repoussés. Si vous... Compliqué les gens de mon peuple, hein. Alors, chaque maison, c'est une nation. Oui, c'est ça. Donc il y a de la politique, c'est le trône de fer, mais entre Ouais. les lézards, quoi. Ils n'hésitent pas à se fighter entre eux, quoi. Le trône d'écaille. Voilà. Si vous voyez de nombreux soldats du fleuve Skrang à Eidolon, vous ne croisez que peu d'elfes de sang, ces fameux elfes à la peau constellée d'épines. La plupart des soldats elfes sont des elfes normaux de Barsève, et seuls les officiers proviennent directement de la cour d'Alakia. Donc vous demandez à être reçu par le capitaine de la garnison, mais il n'est jamais disponible, ou a toujours des choses plus importantes à faire. L'entrevue est sans cesse remise au lendemain, les jours deviennent des semaines, et bientôt cela fait déjà 1 mois que vous êtes à Eidolon. Pendant tout ce temps, vous logez à l'auberge du fantôme du fleuve, un jeu de mots avec le nom Eidolon qui signifie fantôme en spérétiel à la langue elfique. Mais l'avantage de loger dans un village jouxtant une forteresse militaire, c'est que vous croisez fréquemment des maîtres de différentes disciplines, auprès desquels vous avez l'opportunité et tout le temps d'améliorer vos talents et vos compétences. Donc, vous devenez des adeptes de 3e cercle. Là, moi, je pense que ça va être déjà l'occasion de bien booster ma résistance, de travailler mon endurance, de monter mon score de points de vie pour arrêter de morfler. Et bien entendu, ce qui va avoir été le plus important pendant ces quelques temps d'entraînement, c'est essayer de tisser un lien avec Vague Sanglante, vu que maintenant je connais son nom. Et donc voilà, tu as tissé un filament qui te lie désormais à Vague Sanglante, Voilà. te permettant de débloquer son premier palier. Et essentiellement, elle fait plus de dégâts. Du coup, toi Fréla, dans quoi dépenses-tu tes points de légende du coup? Dans un nouveau sort de 3e cercle qui s'intitule Protection des vents, qui crée un mur de vent tourbillonnant autour de moi pour me protéger des attaques physiques. Voilà, notamment ça, et puis Des bonus par-ci par-là. Voilà, je peaufine mes connaissances dans le langage du vent, dans les langues élémentaires. Je vais à la bibliothèque. Toi Amar. Moi, principalement, je vais augmenter mes talents de différents rangs, histoire de me booster un petit peu parce que j'étais pas très efficace en combat. Et pour augmenter aussi ma longévité parce que j'ai un seuil d'inconscience un peu élevé. Et je vais me rajouter un sort. Actuellement, j'aimerais me faire un peu discrète, vu que je suis un peu touchée par une horreur. Donc je me rajoute un petit se fondre dans les ombres de cercle 3. Et puis voilà, globalement, j'en suis Et là. toi, Chien qui remonte? Moi, je pense que vu qu'on est effectivement à côté d'une base militaire, je vais profiter du mois qu'on va passer ici pour me faire quelques amis parmi les éclaireurs, forestiers et autres personnes du même style, histoire d'améliorer mes compétences de connaissance, d'analyse des créatures et des animaux, histoire d'être un peu plus efficace en chasse. Et pour le reste, ça va être surtout du combat à main nue, de l'endurance, de la force, histoire de nouveau d'avoir un peu plus de capacité de combat. J'ai encore l'affrontement avec le navire pirate en travers de la gorge. Ok, eh bien, bienvenue donc au 3e cercle, tous les 4. Et finalement, après 1 mois d'attente, on vous amène devant le capitaine de la garnison elfe d'Eidolon. C'est un elfe de sang. Il était sans doute très beau autrefois, avant d'être défiguré par le rituel qui a fait jaillir des épines à travers sa peau et l'a condamné à vivre dans une douleur permanente. En l'observant attentivement, vous remarquez les petites gouttelettes de sang qui se forment lentement au bout des épines avant de tomber vers le sol. C'est un spectacle étrangement hypnotique, répugnant et fascinant à la fois. Sa voix autoritaire et arrogante vous tire de votre rêverie. Je me nomme Caliban Radiantastre, capitaine de la garnison d'Eidolon. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas de temps à perdre avec des aventuriers de grands chemins. Qui lui parle? Noble capitaine, nous demandons une entrevue avec votre reine, la magnifique et terrifiante et sage reine Alakia, des elfes du Bois de Sang.
Sa Majesté Alakia n'accorde pas d'audience et ne reçoit certainement pas des gueux tels que vous. Débarrassez-moi le plancher. On a des cadeaux pour elle. Mais avant même que vous puissiez atteindre cette partie de la conversation, la porte du bureau de l'officier s'ouvre à la volée. Un elfe vient d'entrer, mais pas un elfe de sang. Sa peau est très pâle, ses cheveux roux presque rouges attachés en une courte natte, et il porte une rapière à la ceinture. « Pas si vite, mon bon Barbantastre. Ah, ces militaires, toujours si pressés !» Le ton du capitaine change du tout au tout. Il effectue un salut à la va-vite et sa voix devient mielleuse. « Monsieur l'ambassadeur, mais que me vaut le plaisir de votre visite dans notre belle forteresse d'Eidolon ?» Le nouveau venu se déplace comme un danseur alors qu'il vient s'asseoir sur le bureau de l'officier. Faites-moi un jet de perception. 7. Là que tu le vois de face, il est plutôt beau gosse dans le genre musqué. 4. Et toi, les elfes, clairement, ça t'inspire rien de plus. Sans trop chier. 5. 2. C'est pas notre cam non plus. Non, moi, les elfes, c'est trop... Non, en fait, ce que vous remarquez surtout, c'est qu'il a le genre de sourire un peu minet qui donne un peu envie de lui mettre une baigne. Ouais, mais n'empêche que moi, je pense que j'ai bien raté mon jeu aussi parce que je suis en train de mater le capitaine en me marrant copieusement, mode « Oh, c'est mignon, il fait le beau, dans 5 minutes, il remue la queue. » Et donc, le nouvel arrivant continue sur le même ton. Figurez-vous, mon cher Navrantastre, que notre reine Alakia, que son nom soit 1000 fois loué, a eu vent de la quête de ses courageux adeptes et souhaite les rencontrer. Au plus vite. Pendant que le capitaine est encore en train de bafouiller, l'ambassadeur vous invite à le suivre. Une petite troupe de soldats vous attend à l'extérieur pour vous escorter jusqu'au palais de la reine Alakia, au cœur du bois de sang. Eh ben, ça a été plus rapide qu'on le craignait. Plus facile. Ah bah Les quand contacts. elle disait qu'elle avait des contacts, elle blaguait pas. Piston, ça marche toujours. Oui, j'ai entendu dire que vous aviez visité la petite ville de Tounda sur le chemin des Dolon. Une bonne amie y était également de passage récemment. Peut-être l'y avez-vous croisé? Ça serait une belle coïncidence. Il fait un petit salut. Oh, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Caimble, chevalier de la Flèche Écarlate et ambassadeur de Sereata, la cité des Tours, auprès de la reine Alakia. Plusieurs jours de route nous attendent avant d'atteindre le palais de la reine, alors je propose que nous partions. Nous vous suivons, monsieur l'ambassadeur. Au plus vite. J'ai pas bien compris, il s'appelle Kimberley, c'est ça? Caimble. Campbell. Kimble. Justin. Campbell. Ne te moque pas de lui, c'est grâce à lui qu'on va voir la reine. La troupe se met en route. Vous franchissez bientôt la rivière Mottingale et commencez votre voyage en direction du bois de sang. À l'orée de la forêt, on vous propose de prendre place dans un chariot à l'apparence étrangement organique, comme si le bois s'était lui-même tordu pour prendre la forme nécessaire. Seul un puissant élémentaliste a pu ainsi travailler le bois. Tout à l'admiration du véhicule, c'est à peine si vous remarquez que les chevaux sont couverts d'épines. Oh. Si son nom laissait supposer que le bois de sang serait un endroit sinistre, il n'en est rien, du moins pas au premier abord. Il ne semble pas vraiment y avoir de chemin et pourtant la végétation s'écarte pour laisser passer le chariot et votre escorte. Vous traversez d'abord des sous-bois aux feuilles vertes et rouges, tandis que de grands bouleaux au tronc épais, couverts d'une épaisse couche de mousse dufteuse, semblent se pencher à votre passage. Leurs feuilles bloquent la lumière du soleil, transformant la forêt en une gigantesque caverne verdoyante. Des lianes épaisses pendent jusqu'à terre en larges boucles. Tout autour de vous, vous distinguez une vie animale florissante. Et pourtant, un sentiment de malaise vous étreint. Plus vous avancez dans le bois de sang, plus sa beauté vous étouffe. Elle a quelque chose de terriblement factice, artificiel. Et puis vous commencez à remarquer la sève qui coule le long des arbres. Ce n'est pas de la sève, c'est du sang. Vous perdez la notion du temps et ne parvenez plus à savoir depuis combien d'heures, combien de jours vous êtes dans cette forêt tout à la fois maudite et merveilleuse. Et soudain, comme dans un rêve, ou peut-être un cauchemar, des habitations commencent à surgir des arbres, des villages entiers dont les habitants, au corps couverts d'épines, vous regardent passer plein de mépris et de condescendance. Le chariot s'arrête enfin et Campbell vous invite à descendre. La tête vous tourne encore, vous êtes pris de vertige, et devant vous se dresse, sublime et terrifiant à la fois, le palais de la reine Alakia. Et la suite au prochain épisode.